Être président du Mouvement Desjardins, c'est veiller à la propriété du bas de laine des Québécois qui se chiffre à 58,7 milliards de dollars. Et ce n'est pas présider une institution financière comme les autres. C'est sans doute pourquoi Claude Bélan participe et s'implique personnellement dans tous les grands débats de société. Cet avocat, né à Outremont, se fait souvent le porte-parole de la classe moyenne et même des démunis. Claude Bélan, quand on sait que vous avez une âme de missionnaire, on peut s'étonner qu'à ce moment-ci, justement, au moment où il y aura bientôt des élections, c'était un choix, à l'âge que vous avez, avec l'expérience que vous avez, on peut s'étonner quand même que vous n'ayez pas finalement fait le saut en politique. Non, bien écoutez, j'occupe un poste que j'aime beaucoup et je pense qu'avec toute l'équipe des gens de Desjardins, ces millions de membres et ces 19 000 dirigeants bénévoles, je pense que pour le Québec, le mouvement Desjardins peut faire beaucoup. Et tout ça est arrivé à un moment où, à la fin de mon premier mandat, on venait de faire une acquisition assez importante. J'avais le goût de la terminer, alors j'ai accepté un nouveau mandat de 3 ans. Mais est-ce qu'au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le président du mouvement Desjardins, à vrai dire, n'a pas plus de pouvoir que s'il était en politique? Oh, j'oserais pas dire ça, mais il y a une réalité. Il peut certainement faire des choses pour que le Québec avance. Moi, ma grande préoccupation, j'allais dire ma grande passion, c'est de faire en sorte que le Québec continue à se développer, qu'il se donne ce rempart économique dont il a tellement besoin pour protéger ce qu'il est. Oui. Mais moi, M. Bélan, si j'étais en politique et je vous entendais à tout moment dénoncer des situations, proposer des nouvelles voies, critiquer, je me dirais qu'il fasse le saut en politique si vraiment... Mais peut-être si j'étais en politique, cette liberté de parole, je l'aurais moins. Les lignes de parti, quand même, sont assez rigides. Je ne suis pas certain que j'aurais la même liberté. Alors, dans ce sens-là, je me sens à l'aise d'œuvrer dans le poste que je suis, en dénonçant parfois des situations qui me semblent un peu incohérentes. Mais en même temps, c'est plus facile tout de même. Vous avez le meilleur des deux mondes. Pas plus facile parce que j'ai quand même des membres à satisfaire, des membres qui n'ont pas tous la même idée. Et quand on entre le moindrement dans le débat politique, vous savez, il y a des gens qui vous font un peu de reproches et qui le manifestent souvent en disant, dans ce cas-là, je ne serai plus un de vos partisans. Oui, mais c'est vrai que vous avez le meilleur des deux mondes. Vous êtes donc président du Mouvement Desjardins, vous avez le salaire qui vient avec ça. Si vous étiez en politique, tout serait différent. Or, on sait très bien qu'un des problèmes de la société actuelle, c'est la dévalorisation de la fonction politique. Oui. Mais je pense, moi, qu'il faut donner plus de place aussi aux gens. La démocratie, je pense que ce n'est pas simplement des élus. La démocratie, sont de plus en plus, d'ailleurs. Regardez tous les comités de citoyens, les grandes centrales syndicales, toutes les grandes associations. Tous, maintenant, participent au débat démocratique. Avec une grande liberté, je pense que c'est sain. Monsieur Bélan, où avez-vous pris votre âme de missionnaire? Bien, alors, une âme de missionnaire, c'est un grand mot, là. Non, moi, écoutez, je suis le fils d'une famille, dans une famille de 7, le fils d'un père et d'une mère qui s'aimaient beaucoup, d'un père qui était très engagé dans la société. L'image que j'ai eue, c'est de la nécessité pour les gens de participer à la construction d'abord de sa petite famille et ensuite de son milieu. Une mère qui avait une santé très fragile, ce qui nous forçait de toute façon à s'organiser entre nous, les enfants, pour faire en sorte que la maison marche, parce que je me souviens toujours que même à l'âge de l'adolescence, entre nous, on faisait des petites réunions entre les enfants pour dire, bon, qui garde maman ce soir? Il fallait déléguer des responsabilités. J'ai été élevé dans ce milieu-là, avec un père qui était très engagé et qui... Votre père a créé, je crois, a créé la Caisse populaire d'Outremont. d'Outremont, justement. D'ailleurs, à la maison, j'entendais plus parler souvent de caisse que de son commerce, qui allait heureusement assez bien. J'allais dire qu'il marchait presque tout seul. Et papa parlait beaucoup, évidemment, de toutes ces questions, du contrôle de notre économie, de l'achat chez nous. Il était un partisan de ça. Ça vous reste, hein? Ça entre pas par une oreille pour sortir par l'autre. Ça vous descend dans le cœur et ça reste là. Au fond, c'est l'influence de votre père. L'influence du père, l'influence de la famille, parce qu'il a fallu que chez nous, on travaille beaucoup ensemble. L'influence du collège aussi, fils de jésuite, discipline du temps. Là aussi, au collège, j'ai été de toutes les organisations, de la société musicale jusqu'à la société sportive. En plus, je crois que vous étiez en première classe à Brébeuf. Bon, pas trop loin, en tout cas. Peut-être pas toujours dans les premiers, mais j'étais le premier ministre parce qu'on avait un système qu'on appelait la République des Arts. J'avais des ministères et je me suis présenté un peu audacieux comme premier ministre dans ma 2e année. Quel âge aviez-vous? En syntaxe, j'avais à ce 13 moment-là 13 ans.
Et je me suis présenté contre un grand, comme on disait à l'époque, quelqu'un de versification. Et j'ai été élu par 5 votes de majorité. Je suis resté président jusqu'en philo 2. Et un de vos ministres, c'était Robert Bourassa, non? Oui. Ah oui, M. Bourassa était un de mes ministres et plusieurs autres d'ailleurs qui sont aujourd'hui des gens connus. Alors, j'ai fait ma partie dans la politique. Donc, toute votre vie, vous venez d'un milieu à l'aise, toute votre vie, vous avez circulé dans ce qu'on appelle l'élite. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Pas seulement dans l'élite. Moi, je pense ce qui m'a accroché beaucoup, c'est que, devenu avocat, mes premiers clients ont été des gens de coopératives. Mon père étant impliqué dans le mouvement des jardins, mes premiers clients ont été des gens de coopératives. Ça m'a amené à travailler dans le domaine des caisses d'économie, qui étaient des caisses en milieu de travail. Donc, à travailler très proche aussi avec des travailleurs, avec des gens qui n'étaient pas des financiers, qui n'étaient pas des gens d'affaires, mais qui avaient des gens qui avaient la volonté de regrouper leurs épargnes et qui faisaient ça d'une façon, je trouvais, admirable. La discipline des assemblées dans les caisses d'économie m'impressionnait beaucoup, beaucoup plus que du côté de l'élite. On allait aux réunions des gens de l'élite. Ben, mon Dieu, c'était à la mode d'arriver 20 minutes, 30 minutes en retard pour montrer qu'on était occupé. Dans le monde des travailleurs, dans le monde syndical, la procédure, on la suivait à l'aile. Et j'aimais ça. J'aimais ça, ce milieu-là. J'ai travaillé dans les deux, finalement. Est-ce vrai que vous avez voulu devenir jésuite et que c'est votre père qui m'a convaincu de ne pas l'être? Ben, pas convaincu. Mais j'étais revenu de ma retraite de carrière, comme on disait à l'époque, en disant à mes parents, bon, alors moi j'ai décidé, je m'en vais chez les jésuites. Et maman s'était mise à pleurer. Je trouvais que c'était pas si grave. Et papa avait dit, pense-y mon garçon, ça presse pas. Et puis ta petite amie, il y a combien de temps que tu l'as vue? Je me souviendrai toujours de ça. Et j'ai laissé couler le temps. Et finalement, c'est même celui qui m'avait recommandé, le père spirituel, comme on les appelait à l'époque, qui m'avait dit, je pense, M. Bélan, que vous êtes plutôt fait pour aller dans le monde. Au fond, vous vouliez, oui, au fond, vous vouliez donner de vous-même, comme on disait à l'époque. Oui, ça, c'est vraiment, ça fait partie de moi, ça. Je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux. C'est comme, ça vient de ma famille, sans doute, comme je le disais tantôt. J'ai appris que quand on donne, finalement, on s'enrichit beaucoup et on reçoit beaucoup. J'ai fait beaucoup d'enseignements dans ma carrière, à temps partiel, le soir. Les gens me disaient, mes collègues de travail me disaient toujours, mais t'es fou, repose-toi donc le soir. Mais quand on enseigne, on apprend beaucoup plus que nos élèves. Ça me forçait tellement à apprendre davantage que j'ai toujours réalisé, quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Parmi ceux qui vous respectent, mais qui vous critiquent, il y en a quand même quelques-uns. Qu'est-ce qu'on dit de Claude Bélan? On dit que Claude Bélan, c'est un prêcheur. Il nous fait des sermons. Bien, écoutez... C'est ce que vous vouliez faire, alors, quand vous étiez jeune. Oui, bien, peut-être. C'est-à-dire, quand on est président du Mouvement des Jardins, c'est une grande organisation qui est principalement guidée par des valeurs. Non, mais par tempérament, n'est-ce pas vrai que vous êtes porté à faire la morale, à voir les problèmes moraux, à situer les choses sur les bases morales? Je ne sais pas si c'est les valeurs, si c'est moral ou si, je pense, moi, si on veut être cohérent, il faut l'être dans la vie, il faut s'accrocher à quelque chose. Je trouve un des grands problèmes de notre société, vous savez, on dit, moi, je trouve que l'homme l'humain est un drôle d'animal parce qu'on le dit un animal raisonnable, mais ses comportements, fondamentalement, sont influencés par des choses irrationnelles, par l'émotivité. Un chef d'entreprise comme moi, qu'est-ce qu'on me demande? C'est pas d'essayer d'expliquer des choses aux gens, mais de les motiver, les gens, de les faire travailler ensemble. Et dans ce sens-là, ça peut paraître comme prêcheur dans une organisation comme la nôtre, où il y a 38 000 employés, 1300 caisses autonomes, qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Il faut quand même les rallier sous un même chapeau, sous une même bannière, et constamment rappeler les valeurs fondamentales du mouvement. Ça me donne l'air d'un prêcheur, oui. Mais je pense que c'est fondamental pour notre organisation. Mais est-ce que l'esprit du mouvement n'a pas changé avec l'acquisition de ce groupe, la Laurentienne? Non, écoutez, il y a 3 ordres. Moi, je dis toujours, il y a 3 ordres dans les valeurs.
Il y a les valeurs de finalité, les raisons pour lesquelles on existe. Les valeurs Enfin, vous avez acheté une banque qui est une banque d'affaires, qui n'est pas une caisse mais populaire. qui est propriété du grand groupement coopératif. Oui, mais est-ce que vous voulez dire que si moi, par exemple, je fais affaire, j'ouvre un compte à la Banque Laurentienne, ça veut dire que je fais partie du mouvement Desjardins? C'est-à-dire que vous êtes devenu une cliente d'une banque qui appartient au grand réseau coopératif. Mais est-ce que cette banque n'est pas en compétition avec vos caisses populaires? Oui, certainement. Comme les caisses, vous avez aujourd'hui, sont aussi souvent en compétition l'une contre l'autre. Oui, mais enfin, elles sont menées par des sociétaires, alors que la banque, c'est pas la même chose. Où sont les sociétaires du mouvement Desjardins dans la banque? C'est l'ensemble des 5 millions de membres qui se sont regroupés dans une société d'investissement, dans une société financière Desjardins. Ce que je veux dire, c'est que la philosophie de M. Desjardins, c'est pas ça qui préside. Oui, bien, c'est pour ça, quand je vous disais les valeurs de finalité, qu'est-ce qu'il voulait, M. Desjardins? Il disait, il faut qu'on regroupe nos forces ici au Québec pour se donner un rempart économique fort et solide qui va nous protéger contre nos adversaires et nos rivaux, disait-il. Oui. Il ne disait pas qui, mais on devine que c'est ceux qui ne voyaient pas l'avenir du Québec comme nous. Alors, dans ce sens-là, quand Desjardins fait un pas de plus pour rapatrier dans le patrimoine québécois une banque qui a toujours été propriété de Québécois, il ne fait que rester dans le sillon qu'a tracé le fondateur. Oui. M. Bélan, vous êtes un homme vous êtes un homme qui a réussi dans la vie, quand même. On peut dire ça. On peut dire que vous êtes l'expression de la réussite. Bien, moi, je suis satisfait de mon cheminement. Oui, je pense que j'ai été chanceux. Vous savez, le succès aussi, quand vous disiez tout à l'heure que j'essaie de donner, en même temps, quand vous travaillez pour les autres viennent vous chercher quand, à un moment donné, ils veulent aller un peu plus loin. Moi, je suis arrivé là au bon moment. Ça aurait pu être autrement. Je suis toujours arrivé au... Vous dire là où vous êtes arrivé, toujours, c'était au bon moment? Bien, voyez-vous, quand M. Blais, par exemple, mon prédécesseur, qui était un homme formidable, qui avait mon âge, il m'a demandé de devenir son adjoint, et je me disais, voilà, c'est la fin, c'est le summum de ma carrière, et je trouvais ça merveilleux d'être l'adjoint du président du mouvement, qui aurait dit que 2 ans plus tard, M. Blais aurait succombé à une maladie terrible. Alors, je me suis retrouvé adjoint, et le conseil a dit, M. Bélan, c'est à votre tour. Les circonstances ont fait qu'il en soit ainsi. Mais j'aurais pu très bien finir ma carrière comme adjoint au président et j'aurais été fort satisfait de mon cheminement de carrière. On dit parfois, et il y a des gens qui le disent tout le temps, que les Québécois ont de la difficulté avec le succès. Oui, ça c'est vrai. Oui, je trouve que c'est vrai. Et c'est dommage parce qu'on en a tellement. On en a tellement. Mais comment vous expliquez cette difficulté de vivre avec la réussite et le succès? Je pense qu'on traîne encore à des vieux complexes qui remontent au temps de la conquête, j'allais dire. On traîne vraiment. Écoutez, est-ce que je vous disais qu'au moment où j'annonçais à certaines personnes importantes au Québec que Desjardins allait acquérir le groupe La Laurentienne, que des gens me disaient, mais en avez-vous parlé aux banques? D'autres me disaient, mais mon Dieu, c'est bien trop gros, comment vous allez faire pour gérer ça? Pour moi, ça, c'est vraiment décourageant, dans le sens que les Québécois font des choses merveilleuses. Regardez ce qui se passe partout dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine des affaires. On accomplit des choses merveilleuses. Mais on traîne toujours ce vieux complexe d'infériorité en disant « qu'est-ce que les autres vont dire si on fait ça? » Je suis, moi, président d'une société qui s'appelle la Promotion Qualité Québec. On est inondé ici d'étiquettes qui viennent de partout, « Made in Taiwan », et on est bien ouvert à ça. Et nos producteurs québécois, quand ils veulent aller à l'extérieur, nous disent « oui, moi, je vais mettre l'étiquette Qualité Québec pour ici, mais ça ne passera pas si je l'envoie ailleurs. » Comme si la Qualité Québec, on avait une certaine honte à la faire connaître. Est-ce que c'est donc difficile d'avoir du succès, d'avoir un succès personnel dans une société qui a de la difficulté collectivement à en avoir? Bien, il faut se battre continuellement, il faut prêcher, peut-être. On revient peut-être à ça. Il faut prêcher la fierté. Ça n'a pas de sens d'être aussi... J'allais dire mais je ne sais pas si c'est de l'humilité ou si c'est de la peur, si c'est de la crainte. Ça n'a pas de sens. On n'a aucune raison de faire ça. Les Québécois sont capables de se prendre en main. Quand ils le font, ils réussissent toujours très bien. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la situation actuelle au Québec? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on baisse les bras. C'est qu'on finisse par dire, écoutez, là, maintenant, c'est le monde qui va être notre terrain de jeu. C'est la mondialisation. Ce que je crains, c'est que les gens continuent à transporter cette morosité et finissent par dire « moi, je n'y peux plus rien » et on baisse les bras. Ça, c'est ce qui m'inquiète. C'est pas ce que je sens pour le moment, mais ça pourrait venir là si finalement on continue à vivre dans cette espèce d'incohérence continuelle qui décourage bien des gens de bonne volonté. Oui. Est-ce que personnellement, vous avez déjà connu des périodes de découragement?
Non, je pense pas. Vous êtes un homme vraiment très protégé, M. Bélan. Chanceux, chanceux, privilégié. Mais découragé, non. Déçu, souvent. Mais déçu de situations sociales, pas déçu par rapport à vous-même et ce que vous vouliez faire. Non, j'en fais plus que j'en fais plus que j'avais prévu. J'avais jamais pensé à une carrière comme celle-là. À chaque fois, moi, que j'ai accédé à un poste, je pensais toujours que c'était mon dernier. Je me disais, j'étais avocat, je pensais que je passerais ma vie comme avocat. Quand on m'a demandé de devenir conseiller juridique de la Fédération des caisses d'économie, je me suis dit, tiens, une expérience nouvelle, c'est merveilleux, je vais passer ma vie là-dedans. Et à chaque fois que j'ai grimpé un peu dans l'échelon dans la hiérarchie, à chaque fois, je me disais, c'est le dernier pas. J'ai été extrêmement chanceux, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiguïté politique? Bien, ça fait partie des déceptions. Ça fait partie des déceptions. Écoutez, mais vous-même, vous avez été ambivalent. Votre discours a été ambivalent longtemps sur la question de la souveraineté. Ah, bien, ça veut dire que j'ai pas été clair. Parce que... Bien, c'est le grand problème, oui. Oui, peut-être. Mais vous savez, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent quand, il y a à peine un an, on nous disait le déficit, c'est la catastrophe. Un an après, on dit bon, le déficit, c'est peut-être pas si grave. Quand on dit, bon, il y a 2 ans, les magasins, on ne peut pas ouvrir ça le dimanche. Puis après ça, les mêmes personnes reviennent et disent, oui, on peut ouvrir ça le dimanche. Les gens regardent ça puis ils se disent, où est la direction? Dans ce sens-là, tous les chevauchements, vous les connaissez. Regardez je pense au dossier de la formation professionnelle. Je suis très impliqué dans ça. C'est presque scandaleux. Hein? Je regarde les dossiers de l'immigration. Pendant que les gouvernements se chamaillent sur les juridictions, il y a des familles qui souffrent et qui ne savent pas s'ils peuvent rester ici ou partir. C'est continuel. Hein? Et voilà, vous recommencez d'ailleurs toujours votre discours pour faire la critique. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, M. Bélan? Le bonheur, je pense, c'est la cohérence, c'est l'identité. Pour moi, le bonheur, c'est l'identité, c'est l'harmonie entre ses valeurs et ses actions. Et tant qu'on peut rester en harmonie dans ses agissements quotidiens, en harmonie avec ses valeurs, je pense que là, on a le bonheur. Oui. Est-ce que vos enfants suivent les traces de leur père? En tout cas, j'espère qu'ils le feront parce que j'ai été très heureux. Je pense qu'ils ont une bonne identité. Je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et je pense qu'ils agissent en fonction de ces valeurs-là, oui. C'est l'héritage que vous voulez leur céder? C'est ce que je souhaiterais, oui. Oui, vraiment, oui. Monsieur Bélan, je vous remercie d'être venu.